Allez, on plonge directement au cœur d'un paradoxe fascinant. Aujourd'hui, on a tous ce postulat bien ancré en tête. L'humanité avance, on évolue, le progrès est une évidence, n'est-ce pas? Mais, et si on inversait complètement la perspective? Et si l'histoire humaine, au lieu d'être une ascension triomphale, était en réalité une longue, très longue chute continue depuis un état spirituel supérieur? C'est exactement le récit à contre-courant que nous allons explorer. Pour décortiquer cette idée, on s'appuie aujourd'hui sur un ouvrage vraiment dense et, disons-le, très controversé, Révolte contre le monde moderne, écrit par Julius Evola. Attention, notre but ici est strictement analytique, on ne prend absolument pas parti. L'idée, c'est de comprendre l'armature métaphysique de ce texte de l'intérieur, pour saisir comment il articule sa critique radicale de la modernité. Alors, voici notre feuille de route. On va structurer cette analyse en 5 temps. D'abord, on verra le dualisme fondamental, ensuite l'expérience du temps, puis la doctrine des 4 âges, suivie de la chute moderne, et enfin, on terminera par la perspective au-delà de l'histoire. Première étape donc, le dualisme fondamental, avec cette opposition cruciale entre l'être et le devenir. Pour bien comprendre la psychologie de l'homme traditionnel selon l'auteur, il faut imaginer une réalité coupée en deux. C'est littéralement le jour et la nuit. D'un côté, on a l'être, c'est le monde spirituel, éternel, complètement en dehors du temps. De l'autre, on a le devenir. Ça, c'est notre monde matériel, physique, celui qui est en perpétuel mouvement. L'argument central du texte, c'est que toute civilisation digne de ce nom doit s'ancrer dans l'être et refuser de se noyer dans le chaos permanent du devenir. Et pour illustrer cette dissolution dans le matériel, le texte utilise un concept oriental très parlant, le samsara. C'est cette idée d'un courant, d'un flux ininterrompu qui emporte tout dans le monde inférieur du devenir. En gros, c'est un état de soif perpétuelle, d'errance aveugle, où l'on s'identifie totalement à la matière. Pour l'auteur, le drame absolu du monde moderne, c'est d'avoir complètement lâché prise et de s'être laissé engloutir par ce courant. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'expérience du temps. Temps cyclique contre temps linéaire. Cette fracture entre tradition et modernité, elle change carrément la façon de percevoir les dimensions même de la réalité. Nous, modernes, on perçoit le temps comme une ligne droite, une fuite en avant purement mathématique et chronologique. Mais le temps traditionnel, lui, est décrit comme cyclique et surtout qualitatif. Chaque saison, chaque instant possède une charge spirituelle spécifique, maintenue vivante par des rituels qui imitent un ordre sacré, un ordre immuable. Il y a d'ailleurs une phrase qui résume ça à la perfection. Je cite « Le temps n'y est pas une quantité, mais une qualité. Non une série, mais un rythme. » C'est une idée très puissante. Au lieu de courir désespérément vers demain, l'objectif traditionnel était de rendre le présent transparent, pour laisser transparaître les significations éternelles à travers la répétition de célébrations sacrées. Troisième partie, la doctrine des 4 âges. C'est ici que l'histoire, telle qu'on nous l'enseigne, est complètement remise en question. C'est là que le texte attaque frontalement notre mythe de l'évolution. Selon ce modèle, l'histoire n'est pas du tout une montée lente vers la civilisation, c'est carrément une involution, une dégradation à travers 4 cycles cosmiques. On part d'un âge d'or primordial, pur et spirituel, puis on glisse vers l'âge d'argent, ensuite l'âge d'airain, pour finir par s'écraser de tout notre poids dans l'âge de fer, qui est le summum du matérialisme. Et cet âge de fer porte un nom bien précis, le Kali Yuga. En sanskrit, ça veut dire l'âge sombre. L'ouvrage est catégorique. C'est exactement là où se débat l'humanité contemporaine. C'est l'ultime étape du grand cycle. Une époque où la déconnexion avec les forces supratemporelles est totale et où la société est phagocytée par la technique, les masses et les instincts les plus basiques. Quatrième point, plongeons plus en détail dans cette dégringolade avec la chute moderne. Alors, qu'est-ce qui a causé tout ça ? L'auteur pointe du doigt plusieurs concepts, avec en tête de liste ce qu'il appelle l'historicisme. C'est cette obsession très moderne pour le changement perpétuel, la valorisation exclusive de l'histoire en mouvement, bref, notre fameux progressisme. Sauf que, dans ce cadre philosophique, ce n'est pas du tout perçu comme une victoire de l'intellect. Au contraire, c'est vu comme une abdication. L'esprit humain abandonne sa centralité pour se laisser docilement porter par le courant du devenir. Historiquement, le livre décrit cette chute en 3 grandes étapes. D'abord, on a l'humanisme de la Renaissance. En voulant soi-disant libérer l'être humain, on l'a en fait réduit à son ego mortel. Ensuite vient l'époque des marchands, où tout le pouvoir glisse vers la finance et le profit matériel. Et enfin, le stade final, l'époque des esclaves, c'est le triomphe du travail machinal, du collectivisme et de l'homme-masse, où l'horizon humain se résume uniquement à l'acte de produire. Et cette critique, elle attend vraiment son paroxysme avec une formule sombre et saisissante. L'auteur accuse la modernité de s'émerveiller d'elle-même, croyant toucher le sommet de la connaissance, alors qu'elle ne fait que, je cite, célébrer l'apothéose de la sagesse cadavérique. Glorifier l'homme moderne obnubilé par sa technique, pour l'auteur, c'est en réalité glorifier un cadavre spirituel qui marche aveuglément vers sa propre ruine. Enfin,
Notre 5e et dernier chapitre, au-delà de l'histoire. Que reste-t-il après le Kali Yuga? Eh bien, la réponse de l'auteur est abrupte. On oublie toute tentative de réforme politique. Le texte affirme qu'aucune restauration en douceur du monde moderne n'est possible. Le paradigme actuel est une illusion qui doit aller au bout de sa propre logique et s'effondrer sur lui-même. Une mutation brutale est requise pour qu'un nouveau cycle puisse commencer. Et que faire en attendant? L'injonction est très claire. Ceux qui ont conscience de cette chute doivent former une minorité silencieuse, se tenant droits et impassibles parmi les ruines. Pour conclure, c'est un défi intellectuel vraiment déstabilisant qui nous est lancé ici. Si l'on applique cette grille de lecture métaphysique, si le temps humain n'est effectivement qu'une longue chute irrémédiable depuis un âge de pureté originelle, alors ce qu'on s'obstine à nommer fièrement le progrès n'est-il, en fin de compte, que la tragique accélération de notre propre dissolution ? C'est une question vertigineuse, mais elle nous oblige au minimum à interroger avec beaucoup plus de rigueur les mythes fondateurs de notre civilisation actuelle.